Donc, les séances qui vont venir par la suite, c'est des séances questions-réponses. C'est-à-dire, vous essayez de travailler, vous écrivez vos questions, et durant les séances prochaines, ça va être questions de votre part et réponses de ma part. Donc, c'est comme ça que les séances prochaines vont se dérouler, sachant que le lundi prochain, c'est vacances. C'est le 11 janvier. C'est peut-être la fête, il a une relation avec l'indépendance, le 11 janvier. Donc, le lundi prochain, il ne va pas y avoir de séance, donc jusqu'au lundi 18, Inch'Allah. Donc, vous avez 2 semaines pour préparer votre cours, vos questions. Et comme ça, Inch'Allah, les séances prochaines, ça va être des révisions de votre part. D'accord, monsieur, merci. Voilà. صدق أ ناقص ب اتحاد ب ناقص أ كتساوي لنا أ اتحاد ب ناقص أ تقاطع ب كيفاش بغينا نبرمجو ما سمعتكش مزيان. حاول تزيد شويه في الصوت. ناقص ب فين هادشي في ار لي زونسامبل. صدق الدلتا كتساوي لنا ديك أ دلتا ب كتساوي لنا جوج ديال دلتا بي كتساوي لنا أ ناقص ب اتحاد ب ناقص أ وي سي سا وكتساوي لنا اتحاد ب ناقص ب أ تقاطع ب اكزاكتومون وي. هاد الجوج الآخرين كيفاش كنا نبرهنوا عليهم كتساوي كيفاش هاد الجوج الاخرين؟ هاد أ ناقص ب اتحاد ب ناقص أ كتساوي لنا أ اتحاد ب ناقص أ تقاطع ب كيفاش كنا نبرهنوا عليهم كيفاش يمكن لك تبرهن عليها؟ واخا نسجلوها كسؤال انا نقول لك المهم هي تقريبا كيف تعمل باغ ابارتونونس، تعمل لانكلوزيون دون لي دو سونس. بصفة عامة, d'une façon générale, vous voulez démontrer l'égalité de deux ensembles, vous prenez un X dans le premier ensemble et vous démontrez qu'il appartient au deuxième ensemble. Je vais vous dire avant de commencer, vous avez A union B moins A inter B. Et vous avez A moins B union B moins A. Donc ça, c'est ce qu'on note d'une façon générale A delta B. Donc vous voulez démontrer par exemple l'égalité de ces deux. Donc vous prenez un X qui est là, prenez un X qui appartient à A union B moins A inter B, et vous le traduisez. Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à la réunion, mais X n'appartient pas à l'intersection. Donc vous l'écrivez, vous écrivez X appartient, qu'est-ce que ça veut dire appartient à l'union? Ça veut dire il appartient à A ou B. Mais X n'appartient pas à l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Si X appartient à A, il n'appartient pas à l'intersection, ça veut dire X n'appartient pas à B. Vous avez X, par exemple, ici deux cas. Si X appartient à A, mais X n'appartient pas à l'intersection, ça veut dire que X n'appartient pas à B. Maintenant, si X appartient à B, alors que X n'appartient pas à l'intersection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X n'appartient pas à A. Et donc, X appartient à A, X n'appartient pas à B, ça veut dire que X appartient à A moins B. Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à B, mais X n'appartient pas à A? Ça veut dire que X appartient à B moins A. Avec ou? Donc, il appartient à la réunion. Vous voyez, ce genre de démonstration, c'est élément par élément. Il y a une autre façon, c'est la table de vérité. Je vais vous montrer l'idée. Avant de commencer le contrôle, c'est bien de poser de telles questions. Ça, c'est la démonstration par élément. Vous raisonnez par élément et vous démontrez que X appartient ici, ou
ensuite, x appartient là, il appartient aussi à cette partie. Maintenant, si vous voulez faire une démonstration avec la table de vérité. Vous faites une table, comme ça, pour les choses qui sont difficiles. Vous mettez x appartient à A. Ça, c'est la première proposition. X appartient à B. C'est la deuxième proposition. Ce sont tous les cas possibles. Donc, vous avez x appartient à A, x n'appartient pas à A. X appartient à B, n'appartient pas à B, appartient à B, n'appartient pas à A. Il y a 4 cas seulement. Et donc, vous mettez l'union, par exemple. Donc, ici, x appartient à l'union. Donc, l'union, ça veut dire ici, c'est 1, là, c'est 1, là, c'est 1, et là, c'est 0. Vous comprenez la table de vérité? Vous suivez? Celui qui a posé la question. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, vous faites comme dans la table de logique. Ensuite, vous faites x appartient à l'intersection. Donc, l'intersection, vous avez ici 1, là c'est 0, 0 et 0. Ensuite, là, on va mettre l'union moins l'intersection. L'union moins l'intersection. C'est-à-dire, il doit appartenir à l'union, mais n'appartient pas à l'intersection. Donc là, c'est 0, parce qu'il appartient à l'intersection. Là, appartient à l'union, n'appartient pas à l'intersection. C'est bien. Appartient à l'union, mais n'appartient pas à l'intersection. C'est bien. Là, il n'appartient pas à l'union. Donc, c'est 0. Vous voyez le raisonnement? Maintenant, on va faire A moins B et B moins A, et on va mettre l'union. Celui qui ne veut pas faire un raisonnement par X, X appartient, n'appartient pas, il n'est pas sûr. Pour être sûr que vous avez traité tous les cas, vous faites la table. Et donc là, vous mettez A moins B. Ensuite, B moins A. Ensuite, l'union. C'est-à-dire A moins B, union B moins A. Donc, A moins B, ça veut dire qu'il appartient à A, mais il n'appartient pas à B. Donc, ici, c'est 0. Appartient à A, il n'appartient pas à B. C'est bien. N'appartient pas à A, 0. N'appartient pas à A, 0. Maintenant, appartient à B, mais n'appartient pas à A. Donc, là, c'est 0. Là, c'est 0. Appartient à B, mais n'appartient pas à A. C'est 1. Là, c'est 0. Maintenant, on va faire l'union. L'union, ça veut dire qu'il appartient à l'un d'eux. Donc ici 0, ici 1, c'est 0. Donc regardez cette table-là avec cette table-là. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est clair. C'est la même chose. Donc pour les choses qui sont difficiles, ou la discussion, la logique, c'est un peu difficile, vous mettez la table, et comme ça vous êtes sûr de ne rater aucun cas. Mais normalement, ce qu'on fait, c'est le raisonnement élément par élément. C'est mieux, c'est-à-dire parfois, c'est raisonné comme ça, c'est automatique, c'est machine. Donc, vous pouvez raisonner de la façon que vous voulez. Donc, ça, c'était une question pour démontrer que la réunion moins l'intersection, c'est égal à la réunion de A moins B de B moins A. C'est exactement la différence symétrique. Très bien. Donc, j'ai dit maintenant, puisque plusieurs questions ont été répétées plusieurs fois, regardons la première question, c'est le calcul du plus grand diviseur commun à l'aide de la méthode de l'algorithme d'Euclide. Donc, je ne vais pas le faire. La réponse, c'est E, c'est 119. De même pour la question 2, c'est l'équivalent de quelque chose où il y a d'une proposition, où il y a l'implication. Maintenant, vous savez très bien
traduire l'implication A implique B par non A ou B. Et comme ça, vous allez avoir seulement comme opération logique et ou. Donc, si vous comparez la proposition de départ avec les propositions que vous avez, la réponse c'est B. Donc là aussi, vous essayez. Si vous n'arrivez pas, vous me le dites par la suite. Donc, on va s'intéresser à la question 2 parce que il y a des étudiants qui ne sont pas encore habitués aux relations d'ordre. Donc là, on vous donne le schéma de l'ordre qu'on a établi dans N. C'est cet ordre-là. Donc, c'est la question 3. Donc, vous avez des éléments de N, ils sont rangés comme ça. Et puis, il y a le 1 qui est supérieur à 3, supérieur à 5. Donc, j'ai dit, lorsque vous regardez ce genre d'ordre, il faut oublier l'ordre naturel. Vous regardez les nombres comme des objets. Donc, les nombres qui sont dans R, on les a rangés de cette manière-là. Et donc, comme vous voyez, c'est une relation d'ordre qui est totale. Totale parce que deux éléments de N, c'est N. Vous prenez deux éléments de N, on peut toujours les ordonner par cette relation. Si c'est des nombres pairs, voilà l'ordre. Si c'est des nombres impairs, c'est comme ça. Si vous avez un nombre pair, c'est toujours inférieur à un nombre impair. Donc là, vous voyez que les nombres pairs sont majorés. Tous les nombres pairs sont majorés. Il y a une infinité de majorants. Tous les nombres impairs sont des majorants. Mais parmi ces majorants, il n'y a pas de plus petit élément. Donc les nombres pairs, ils sont majorés, mais n'admettent pas une borne sud. La même chose pour les nombres impairs, ils sont minorés par les nombres pairs, mais il n'y a pas de plus grand minorant, donc il n'y a pas de borne inf. Nous avons un plus petit élément, c'est 0 dans N. Nous avons un plus grand élément, c'est 1. Donc l'infini, il est au milieu. Voilà, donc on va voir la question. Il y a deux parties. Il y a H. C'est les nombres de la forme 2, 2 au carré, 2 au cube, et ainsi de suite. Il y a K, ce sont les nombres compris entre 30 et 100. 30, 31, 32, jusqu'à 100. Voilà, on vous donne ces deux parties, H et K. Donc, pour H, l'ordre, c'est bien connu, c'est tous des nombres pairs, donc vous avez 2 inférieur à 2 au carré, inférieur à 2 au cube, et ainsi de suite. Ça, c'est H. Maintenant, K, il y a 30, qui est inférieur à 32, inférieur à 34. Et de ce côté-là, vous avez les nombres impairs. Vous avez 99, 97, et ainsi de suite. Donc, ici, vous allez avoir 100. C'est le plus grand des nombres pairs. Et les nombres impairs, c'est le 31. Donc voilà l'ordre qu'il y a dans K. Il y a tout d'abord les nombres pairs jusqu'à 100, et puis les nombres impairs de 99 jusqu'à 31. 31, voici, pardon. Donc, la façon avec laquelle nous avons ordonné N, ça donnait K ordonné de cette manière et H ordonné de cette manière. Donc, on peut regarder maintenant les réponses. H n'est pas majoré. Est-ce que H n'est pas majoré? Non, Non, il est majoré. Elle est majorée par tous les nombres impairs. Oui.
Tous les nombres 1, c'est un majorant. 3, c'est un majorant. 5, c'est un majorant. Donc là, si l'étudiant n'a pas bien compris la philosophie de l'ordre, il va voir des pointillés, il va dire que ce n'est pas majoré. Alors qu'il faut se référer à cette relation d'ordre. H possède un plus grand élément. Non. Bien sûr que non. H ne possède pas une borne supérieure. Oui. Oui. C'est ça, H ne possède pas une borne supérieure parce que les majorants, il n'y a pas de plus petit majorant. Donc H ne possède pas une borne supérieure. Et c'est ça la réponse correcte. Est-ce que 100 est un élément maximal dans le cas? Non. 100, il est là. Hein? Il n'est ni maximal ni minimal. 31 est un élément minimal de J, de K. Ça s'appelle J, pardon. C'est J, c'est pas K. Ici, on l'appelle J. Donc, 31 est un élément minimal de J. Hein? Il n'y a pas de minimal ici. Parce que minimal, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui lui est inférieur. Alors que 100 est inférieur à 31. Parce que là, c'est un nombre pair. Et ça, c'est un nombre impair. Et donc, la réponse correcte, c'est C. Alors, H ne possède pas une borne supérieure. H n'a pas une borne supérieure. Donc, c'est la réponse C. Alors, si vous avez des remarques, vous pouvez les dire. Donc, si vous n'avez pas de remarques, on va passer à la question. Oui? Oui? تعاود ما فهمتش D'accord. تعاود هذا التمرين واخا ولكن سطر إلا هربت لك شي حاجة في هذيك الساعة قوليها. D'accord? Il ne faut pas laisser la question jusqu'à la fin. Je vais répéter tout l'exercice, mais à chaque étape, il faut faire attention. Est-ce qu'on est d'accord? d'accord. Voilà. Donc, je vais effacer. Alors, ici, l'ensemble dans lequel on travaille, c'est N. Mais les nombres ici sont considérés comme des objets. 0, un objet, 1, un objet. Il ne faut pas les ordonner par la relation d'ordre usuelle. Parce que la relation d'ordre usuelle, il y a 0 inférieur à 1, inférieur à 2, ainsi de suite. Vous la connaissez. Là, on va oublier cet ordre. On va donner un nouveau ordre. Comment je vais ordonner les éléments de N? Je vais placer, au départ, je vais placer les nombres pairs. Tous les nombres pairs vont être inférieurs à tous les nombres impairs. Les nombres impairs, je vais les ordonner en commençant ici. Le plus grand élément, c'est 1, et je vais descendre. 1 supérieur à 3, supérieur à 5. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La relation d'ordre, elle est basée sur ce schéma-là. Alors, si vous ne l'avez pas compris, il faut le dire. Donc, vous avez compris? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va prendre H. H, c'est les puissances de 2. 2, 2 au carré, 2 au cube, et ainsi de suite. Donc, d'après cette relation d'ordre, nous avons l'ordre naturel que vous avez ici, 2, inférieur à 2 au carré, inférieur à 2 au cube, parce qu'ils sont tous des nombres pairs. Maintenant, J. J, c'est l'ensemble des nombres compris entre 30 et 100. Donc, J, c'est formé par 30, 31, 32, jusqu'à 100.
Mais ces éléments-là, comment ils sont ordonnés d'après cette relation? D'après cette relation, il faut mettre tout d'abord les nombres pairs, ensuite les nombres impairs de ce côté-là. C'est-à-dire ici, quel est le plus petit de ces nombres-là? C'est 30. Ensuite, dans cette fonction-là, quel est le suivant? Quel est l'élément dans J qui est supérieur à 30? Vous voyez ici le nombre pair, vous avez 0 inférieur à 4. À un certain moment, vous allez arriver à 30, 32, 34, et ainsi de suite. Donc ici, l'élément dans J qui est supérieur à 30, c'est 32. Après 32, c'est 34. Vous allez jusqu'à 100. Donc, les éléments de J qui sont pairs, ils sont ordonnés de cette manière. Les éléments de J qui sont impairs, ils viennent de ce côté-là. Vous avez 31 supérieur à 33, supérieur à 35. Et le dernier élément, le plus petit, c'est 31 ici. Pardon, 31, 33, jusqu'à 99. 99. Voilà. Donc, les éléments de J, si vous voulez les ordonner par cette relation, voilà l'ordre. Ça, c'est le nombre pair. Et ça, c'est les nombres impairs. Vous voyez, dans cette relation, les nombres pairs, dans le sens normal, les nombres impairs dans le sens contraire. Donc, voilà les nombres pairs, et voilà les nombres impairs dans J. Alors, est-ce que vous avez saisi comment J est ordonné? Ou bien vous avez des problèmes? مفهوم دابا أستاذ. فهمتي؟ الصراحة ما تعرفوش فهمتي فهمت ولا دابا. فهمتيها؟ Voilà. Donc, on va essayer de répondre aux questions. Nous avons dit, la première réponse, H n'est pas majoré. Vous voyez H. Mais H, tous les éléments de H, ils sont inférieurs au nombre impair. Tous les termes de la forme de K plus 1. Tous les nombres de la forme de K plus 1, ils sont supérieurs à H. Donc H, il est majoré. Il a une infinité de majorants. C'est tous les nombres impairs. Tous les nombres impairs sont des majorants de H. Mais les nombres impairs, il n'y a pas de plus petit élément. Ça veut dire que H, elle est majorée, mais les majorants, il n'y a pas un plus petit élément. Parce que si vous prenez 3 comme majorant, il y a 5 plus petits, c'est un majorant. Le 5 n'est pas le plus petit majorant. Pourquoi? Parce qu'il y a 7. 7 est un majorant des nombres pairs et aussi de H. Donc, chaque fois que vous avez un majorant, vous pouvez trouver un majorant plus petit. Donc, il n'y a pas un plus petit majorant. Ça veut dire que H n'admet pas une borne supérieure. Et c'est ça la réponse correcte. H, même s'il est majoré, mais les majorants, il n'y a pas de plus petit. Alors, jusqu'ici, est-ce que ça va ou bien c'est toujours flou? Vous n'êtes pas sûr? Est-ce que vous avez compris? Pas encore? J'ai compris. Ah, vous avez compris, très bien. Donc, c'est ça cette question. Donc, je vous conseille, chaque fois que vous avez une relation d'ordre, il faut bien comprendre la relation, oublier les relations que vous connaissez et se concentrer sur ce qu'on vous a donné. Par exemple, je vais voir est-ce que vous avez compris cet ordre-là.
vous avez 103 et vous avez 2000. D'après cette relation, qui est le plus grand? 103. C'est 103. Parce qu'il est impair. Il est supérieur. Si vous prenez maintenant 103 et vous prenez 2001, qui est le plus petit, qui est le plus grand? Le plus grand, c'est 103. Voilà. Donc, c'est ça la relation d'ordre. Donc, d'après cette relation, il faut bien imaginer la situation et vous pouvez répondre aux questions que vous avez. Très bien. Maintenant, la question 4, c'est le calcul par congruence du reste de la division de A par 5. Donc, vous avez l'habitude de le faire. Donc, après, si vous n'avez pas compris, on va le refaire. Donc, ici, la réponse, le reste, c'est 4. Donc, c'est la réponse E. De même, la question 5, on l'a déjà faite. On vous donne une relation A delta B contenue dans 3, 4, 5, 6, et on vous dit quel est le type de cette relation. Alors, nous avons déjà vu que c'est une relation d'équivalence, parce qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc, la réponse correcte, c'est B. Monsieur, mais n'est pas réflexif. Ici, n'est pas réflexive, Mais parce que A delta A, c'est quoi? l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, il est contenu dans n'importe quel ensemble. Ah oui. Vous voyez, A delta A, c'est l'ensemble vide, et l'ensemble vide, c'est contenu dans n'importe quel ensemble. Mais j'ai oublié. Voilà. Donc, elle est réflexive, elle est symétrique et transitive. On a déjà fait un exercice semblable, mais je vous dis, par la suite, si vous voulez refaire un exercice, on va le refaire. De même, la question 6, là, on va le faire. Seulement pour un petit rappel. Nous avons un ensemble E. Je vais passer tout d'abord. Alors, c'est la question 6. Vous avez E, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, une partie de E. Et S, c'est l'ensemble des X appartenant à P de E, tel que A delta X, il est contenu dans 1, 2. Donc, il fallait calculer ce cardinal, c'est-à-dire le nombre de solutions de cette équation. Équation, ou je ne sais pas comment on va l'appeler. L'essentiel, c'est un problème où il faut compter le nombre de solutions X appartenant à P de E, c'est-à-dire X contenu dans E, tel que A delta X soit une partie de 1, 2. C'est-à-dire que A delta X soit égal à une partie de E, une partie de 1, 2. C'est-à-dire c'est égal à P appartenant à P de 1, 2. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette équation lorsque vous avez A delta X égale à P? Combien de solutions il admet cette équation-là? 6. N'oubliez pas que delta, c'est une loi de groupe. On l'a dit plusieurs fois. C'est comme la loi plus. C'est comme si vous avez dans R, A plus X est égal à petit p. Une seule solution. Il y a une seule solution. Il suffit de composer par le symétrique de A suivant cette loi. Quel est le symétrique de A suivant delta? C'est lui-même. C'est A. Parce que A delta A, c'est égal à l'ensemble vide. Oui. Donc là, si vous composez avec A, si vous mettez A delta A
delta X, c'est égal à A delta P. Alors, A delta A, c'est l'ensemble vide. Qu'est-ce qu'il reste? X est égal à A delta P. Delta P. C'est-à-dire, cette équation, elle possède toujours une seule solution. Mais là, il y a un paramètre. P, ça appartient à P de 1,2. C'est-à-dire, pour chaque partie de 1,2, vous allez avoir une solution. Quel est le nombre de parties que vous avez dans 1,2? 4. 4. Donc, pour chaque partie, il y a une solution. Donc, le nombre de solutions de ce problème-là, il y a 4 solutions. Oui. Voilà. Pour chaque partie, ici, il y a une solution unique. Parce que là, c'est un paramètre qui appartient à P de 1,2. Et donc, pour chaque partie de P1,2, il y a une solution. Donc, le nombre de solutions, c'est le nombre de parties que vous avez ici. On peut même les décrire, parce qu'ici, il y a seulement 4. On peut décrire toutes les solutions. Donc, il y a A delta, l'ensemble vide, c'est A, c'est une solution. Il y a A delta, le singleton 1, A delta, le singleton 2, et A delta 1,2. Donc voilà les 4 solutions du problème. Donc le nombre de solutions, c'est 4. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la suivante. Alors, la suivante, c'est une équation diophantine. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc, vous suivez la méthode. Là, c'est plus facile encore parce qu'il y a une solution particulière évidente. C'est 5 moins 3 égale à 2. Directement, vous faites la différence, vous allez trouver, sans suivre l'algorithme d'Euclide, la formule de Bezout. Là, c'est vraiment très simple. Si vous voulez, je peux le mettre au tableau, mais je vous laisse faire. Donc, le nombre de solutions de cette équation avec l'encadrement x compris entre 1 et 73, c'est 25. C'est la solution B. Voilà. Donc, si quelqu'un veut qu'on refasse les calculs, on va les refaire, comme vous voulez. Il y a aussi la question 8. Là aussi, je pense qu'on l'a déjà faite. Donc, la négation, il existe x, quel que soit epsilon. L'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon n'est pas contenu dans A. Alors, n'est pas contenu dans A, ça veut dire que l'intersection avec le complémentaire n'est pas vide. Vous trouvez que la réponse, c'est E. Donc, la même chose pour la question 9. Ça ressemble à la première question. Et enfin, la question 10. La question 10, il faut appliquer le théorème de Gauss, mais convenablement. Vous avez A qui divise B, C, D, mais A est le premier seulement avec B. Quelle est la réponse correcte? Il faut que A divise C, D. CD. Donc, vous ne pouvez avoir aucune des réponses. Ni A divise C, A divise D, ça n'a aucune relation avec le théorème de Gauss. A divise B, C, A divise B, tout ça, ce sont des réponses fausses. Et donc, la réponse correcte, c'est la dernière. La dernière, c'est les autres réponses sont fausses. Donc, il faut cocher F. Je peux vous donner un exemple où toutes les réponses sont fausses, exactement. Par exemple, vous prenez ici 8, c'est A. Il divise 3, ça c'est B. 4 fois, par exemple, 6. Ça c'est C et ça c'est D. Donc, vous savez très bien que 8 va diviser ce produit-là qui est égal à alors 12 ici. Vous avez déjà un 2 dans 6, avec 4 c'est 8. Donc, il y a déjà un 8 dans cette écriture-là, parce que ça, c'est égal à 3
fois 8 fois 3. C'est 3 au carré fois 8. Et donc, vous avez 8 qui divise ce nombre-là. Donc, si vous regardez les réponses, aucune de ces réponses-là n'est correcte. A divise C, non. A divise D, non, c'est pas vrai. A divise BC, c'est pas vrai. A divise BD, c'est pas vrai. A divise C plus D, c'est pas vrai. A divise B fois C plus D c'est 10 fois 3 c'est 30. Donc aucune de ces réponses-là n'est correcte. Donc d'une façon générale, le théorème de Gauss, il va nous dire que A divise CD. C'est tout. Donc, regardez si vous avez des questions pour ce contrôle. Ou bien on va le laisser jusqu'à la fin parce qu'il va nous rester beaucoup de temps. Donc, on va passer au rattrapage 2018. Quelqu'un a demandé la question 9, oui. Non, je vais le refaire après. C'est une question de... Donc, si quelqu'un veut qu'on refasse une question, il me le dit après. Maintenant, si vous prenez le rattrapage 2018, il y a la question 1. Donc, ça c'est du même genre. Donc, il suffit de regarder laquelle des réponses qui convient avec l'implication. Donc, il faut traduire toujours l'implication par non A ou B. A implique B, non A ou B. Et comme ça, vous trouvez sûrement la réponse. La question 2, c'est un cardinal très simple. C'est l'ensemble des applications de P de E dans E. Et donc, c'est le cardinal de E à la puissance cardinale de P de E. Le cardinal de E, c'est 3. P de E, c'est 2 à la puissance 3. Donc, c'est 8. Donc, c'est 3 à la puissance 8. Si vous faites les calculs, c'est la réponse E. 6561. 3 à la puissance 8. La question 3, donc on a l'habitude maintenant. Dans ce cas-là, vous allez trouver la réponse A, c'est-à-dire c'est 1, le reste de la division de A par 11. Donc, on va regarder la question 4. On va regarder la question 4 parce qu'il y a une relation d'ordre. Je pense qu'on l'a déjà fait cette question. Je ne me rappelle pas. Mais je pense qu'on l'a déjà faite. Donc, je vais la refaire de toute façon. Toutes les relations d'ordre pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, on va se placer dans l'ensemble E. C'est l'ensemble des parties de N moins l'ensemble vide. Et on va prendre F. Il y a 4 éléments. Il y a le 1. Et là, la relation d'ordre, c'est l'inclusion. C'est une relation d'ordre. Donc, vous avez 1 qui est contenu dans 1, 2, qui est contenu aussi dans 1, 3, 4. Et il y a 2, 3, 4, 5 qui n'est relié à aucune de ces parties-là. Donc, vous avez toute seule, c'est un point isolé dans cet ensemble-là. Donc, il n'est en relation avec aucun des éléments de F. Et donc, on va regarder les réponses. F possède un plus grand élément. Qu'est-ce que vous dites de cette réponse? Non, c'est faux. C'est faux, parce que déjà celui-là, il n'est en relation avec aucun de ces éléments-là. Donc, un plus grand élément, il doit être en relation avec tous les autres éléments, il doit être supérieur. Un plus petit élément, il doit être nécessairement inférieur à tous les autres. Par exemple, celui-là, il est inférieur à ces deux, il n'est pas inférieur à celui-là. Donc, ce n'est pas un plus petit élément. Ici, il y a des éléments maximaux, parce qu'un élément maximal, c'est celui qui n'est inférieur à aucun. Par exemple, celui-là, c'est un élément maximal. 2, 3, 4, 5. Celui-là est un élément maximal, celui-là est un élément maximal.
Il y a un élément minimal, c'est celui-là. C'est 1. Il y a C'est aussi aussi cet 2, élément 3, 4, minimal. 5. Donc, si vous regardez la réponse, F possède un plus grand élément, c'est faux. F est minoré dans E. Qu'est-ce que ça veut dire un minor? Il doit être inférieur à toutes ces parties-là. C'est-à-dire qu'il doit être contenu ici, là, là et là. Le seul élément qui peut être contenu dans toutes ces parties-là, c'est l'ensemble vide. Mais l'ensemble vide n'appartient pas à eux. Et donc F n'est pas minoré. Le seul minorant possible, c'était l'ensemble vide. Mais l'ensemble vide n'appartient pas à eux. Et donc, la réponse F est minoré, c'est pas vrai. De même, E est totalement ordonné. Vous savez très bien que l'inclusion n'est pas une relation d'ordre total. Vous pouvez prendre deux parties, A et B. A n'est pas contenu dans B et B n'est pas contenu dans A. 1, 2 est un élément maximal de F. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réponse correcte. Vous avez 1, 2 est un élément maximal. Ça n'est pas un élément minimal. Donc, la réponse qui est correcte, c'est D. Donc, la réponse correcte, c'est D. Donc, je vous dis, chaque fois, vous avez une relation d'ordre, il faut bien représenter cette relation d'ordre pour ne pas se tromper. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, on va le laisser jusqu'à la fin. La question 5. La question 5, on vous propose des solutions d'une équation. Il faut voir quelle est, parmi les propositions, quelle est celle qui est correcte. Donc, quelle est l'équation proposée? C'est la suivante. Donc, vous avez des parties de E avec la condition L contenue dans J. Et l'équation, c'est J inter K delta X est égal à L. Donc, on vous donne des solutions, il faut vérifier. Par exemple, la première vérification à faire, c'est X est égal K delta J. Donc, il suffit de remplacer ici et de voir est-ce que c'est la bonne solution. Donc, si on la remplace ici, qu'est-ce qu'on trouve? J inter K delta J. Et là, bien sûr, vous ne pouvez pas faire les calculs si vous ne connaissez pas les propriétés. Par exemple, delta, c'est une loi associative, c'est une loi de groupe. Et K delta K, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide delta J, c'est J. Et donc, J inter J, c'est égal à J. Et J, c'est différent de L. Et donc, ça, ce n'est pas la bonne réponse. On va regarder la deuxième proposition. Alors, la deuxième proposition, c'est B. On vous propose X égale à K delta L. Donc là aussi, on va remplacer J inter K delta L. De la même manière, ça c'est l'ensemble vide et ça c'est égal à L. Donc vous avez J inter L et sachant que L est contenu dans J. Donc l'intersection c'est égal à L. Parce que L elle est contenue dans J. Et donc c'est bien la réponse correcte du problème. Et donc, vous avez une solution, c'est la solution K delta L, c'est bien une réponse pour l'équation. Et donc, vous prenez cette solution, la réponse correcte, c'est B.
Alors ensuite, il y a la question 6. Je ne sais pas si on a fait une question de ce genre-là. Oui, je pense في la série TLTD الأولى. Oui, on a fait, on a juste, oui, je me rappelle, on a pris le plus grand diviseur commun, on l'a noté D, et on a dit que le plus petit multiple commun, c'est D fois U fois V. Oui. Je peux, si vous voulez, la refaire rapidement ici, parce que c'est une autre équation. Donc, vous avez le plus petit multiple commun plus 2 fois le plus grand diviseur commun, c'est égal à 15. Avec x inférieur à y. Monsieur, Oui. monsieur, حنا في لا سيغ اللي صيفط لينا بي دي اف لي كيستيون كيساليو غير في 5 ما عندناش الاسئله 6 7 والاخرين. في la série. لي كيستيون كيساليوها في 5. لا série. زعما في بي دي اف لي زيكزامان اللي عندنا ما عندناش كيما هاد الغاتراباج 2018 عندنا غير اون سول في حدو ما عندكمش لو ريست ديال لي كيستيون. وي ما عندناش. jusqu'à la question 5. ومنين خديتيو هاد لي كيستيون؟ منين خديتيو لي بي دي اف؟ واش من انترنت ولا من عند من عند الفوتوكوبي؟ شي واحد كان صالبه في الجروب. في جروبات واتساب. حيت ربما كانت صيفطتها الطالبه هناء، تنظن فيها كل شيء. جو سي با الا كان شي وحده اخرى من البي دي اف. مسيو انا عندي بي دي اف خديته من السيت موديل عندي حتى وحده كيستيون 5. حدو كيسيون 5. بون داكور. لا الاخرين عاد ديالهم كل. وي انا نطلب من السي عبد الله يافيشي لكم دابا هنايا لي كيستيون الا كان عنده. سي عبد الله عندك لي كيستيون؟ حنا نزلناها غير من انا عندي لي كيستيون حتى لحد 5 ما كاينش الكمال. أنا صورتهم في الجروب. وقع اذا شي مشكل. بون على كل حال ما بقاش بزاف. انا نعطيكم كي مازال دو كيستيون هما اللي مازالين، ماشي الاخر كله معود. toutes les questions sont répétées. Il reste seulement celle-ci, je vais la faire, d'accord? Les autres, je vais demander à quelqu'un de les présenter. Monsieur Hana a déjà posé la photo du reste des questions au groupe WhatsApp. D'accord, le groupe de WhatsApp. Ils ont les autres groupes. Donc, l'essentiel, c'est que toutes les questions, c'est une répétition. Donc, on va essayer de résoudre ce problème dans les groupes. Il y a 3 pages qui manquent ou 2 pages, je pense, ou bien une seule page qui manque. C'est la dernière page qui manque, c'est tout. C'est la dernière page qui manque. C'est la page que vous avez devant les yeux. Et donc, on va terminer avec cet exercice-là. Ensuite, nous avons le temps pour bien discuter, si vous voulez. Donc là, la méthode, c'était de prendre le plus grand diviseur commun de x avec y, on va le noter D. Avec ce D-là, je peux exprimer x, c'est de la forme du, y, c'est la forme dv, mais avec i et v, son premier entrecôte. Et d'après cette relation, vous avez u qui est inférieur ou égal à v, supérieur ou égal à v. Donc tout le problème, on va le changer, on va faire un changement de variable pour pouvoir résoudre facilement ce problème. Donc avec ces notations-là, le plus petit multiple commun, on l'a vu dans le cours, c'est d fois u fois v. Ça, c'est un multiple, c'est le plus petit multiple commun, on l'a démontré dans le cours. Et donc, on va refaire l'écriture du problème. Donc, si vous refaites l'écriture du problème, on va écrire d fois u fois v plus 2 fois d, c'est égal à 15. Et donc, d est égal fois uv plus 2, c'est égal à 15.
Et donc là, on en déduit que nécessairement D, c'est un diviseur de 15. Donc D ne peut être que 1, 3, 5 ou Et 15. 15. Donc il y a 4 cas, il faut traiter tous les cas. Donc on va prendre pour D égale à 1. Donc l'équation, comment il devient? Il devient UV plus Égal à 2 13. est égal à 15. Donc, si vous enlevez 2 de l'autre côté, c'est égal à 13. UV est égal à 13. Et donc là, il y a une seule solution dans ce cas-là, c'est U égale à 1 et V égale à 13. Voilà la première solution. Bien sûr, cette solution, c'est ça. C'est-à-dire X est égal à 1, vous multipliez par le plus grand diviseur commun. Et Y est égal à 13. Parce que D égale à 13. Il ne faut pas oublier l'écriture de X à l'aide de D de U. Alors, on va traiter les autres cas. Donc maintenant, D égale à 3. Alors, D égale à 3, ça nous donne UV plus 2 Égal à 5. est égal à... C'est-à-dire UV est égal à 3. Là, vous avez aussi une seule solution. C'est U égale à 1 et V est égal à 3. C'est-à-dire X est égal, vous multipliez par le plus grand diviseur, c'est 3. Et là, V c'est égal à 9. Voilà la deuxième solution. Alors, troisième cas, D est égal à 5. Donc, vous avez UV plus 2 est égal à 3. C'est-à-dire UV est égal à 1. Et donc, U est égal à 1 est égal à V. Donc, X est égal à 5 est égal à Y. Ça, c'est la troisième solution. Ensuite, D égale à 15. On trouve UV plus 2 est égal à 1. Donc, UV est égal à moins 1, impossible. Parce que nous avons pris XY supérieur à 1. Donc, UV aussi supérieur à 1. Et donc, seulement, il y a 3 solutions. Donc, vous avez 3 solutions du problème. Et la réponse correcte, c'est C. Ce qui vous donne la réponse C. Cette méthode, c'est une méthode qui est ordonnée. Vous pouvez suivre une autre méthode, mais c'est sûr que si la méthode n'est pas ordonnée, vous allez oublier des cas. Donc, de cette manière, on est sûr de traiter tous les cas possibles. Alors maintenant, vous réfléchissez à tête reposée, on a tout le temps possible. Je vais attendre vos questions. Chaque fois que quelqu'un pose une question, je vais la traiter au temps. Et ça va être le cas pour toutes les autres séances qui vont rester, que ce soit présentiel ou à distance, ça va être la même chose. C'est-à-dire, même si vous venez à l'amphi, il faut apporter vos questions. Je vais noter vos questions et je vais vous répondre pour ces questions-là. Comme je l'ai dit au départ, je ne vais pas poser un autre genre de questions à l'examen. Donc, celui qui traite bien les questions de ces contrôles, Inch'Allah, il va être sûr d'avoir une bonne note s'il n'y a pas, bien sûr, d'imprévu. Mais je ne vais pas sortir du cadre parce que c'est très facile de considérer d'autres questions, de changer un petit peu. Et comme ça, l'étudiant va être embrouillé. Donc, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre des questions du même type. Donc, celui qui a l'habitude de faire, il va traiter les questions comme il faut, s'il ne fait pas d'erreur. Donc, essayez de vous concentrer sur ce genre de questions. Je vous dis que le champ des exercices, c'est vraiment très, très large. Mais il nous suffit que l'étudiant, pour le moment, dans ces conditions-là, qu'il comprenne bien le cours que nous avons donné et les exercices, le genre d'exercice que nous avons fait. Monsieur, quand on peut avoir l'examen? Alors, هي تقدير ماشي تاريخ رسمي لان الاداره مازال خدامه l'administration il travaille encore sur ce problème
il y a tellement de difficultés, mais je pense que fin février, début mars. Merci. Mais c'est juste des idées, hein. Il ne faut pas prendre ça comme ça ne m'appartient pas de vous dire quel est le jour de l'examen. Donc, le jour de l'examen, c'est l'administration qui va le préciser par la suite. C'est juste pour vous donner une idée et comme ça, vous allez ordonner votre travail. D'accord, monsieur, merci. De rien. Monsieur, Oui, كيصير في l'examen 2018 oui. ما فهمتش من solution livrée. Fin سؤال في 2018 P implique Q implique R. مش فاهم بلاتي شنو الكيستيون كانت ماشي rattrapage العادي. العادي la question 9 la question 9 ok on va le faire au tableau. Alors, vous avez P implique Q implique R. P implique Q implique R. Donc, ça, c'est non P ou ça. Q C'est implique R. non Q ou R. Mm. Et donc, ou c'est associatif, commutatif, ce que vous voulez. Donc, vous avez P bar ou Q bar ou R. Alors là, il y a une petite idée, c'est vrai. Il faut savoir que R, c'est équivalent à R ou R. C'est la même chose. Pourquoi ils sont équivalents? Parce que si R est vrai, R ou R est vrai. Si R est fausse, R ou R elle est fausse, parce que les deux sont faux. Et donc ce R-là, on va le doubler. C'est-à-dire que vous allez avoir P bar ou Q bar ou R ou R. C'est la même chose. Et donc, on va prendre R pour P bar, c'est-à-dire P bar ou R, ou Q bar ou R. Je ne sais pas s'il y a cette implication. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est P implique R ou Q implique R. Et donc, la réponse, c'est la réponse C. C'est la réponse C.